toutes et tous. Merci Muriel de me passer la main en ton absence ponctuelle. Merci à tous ceux que je ne vois pas mais qui sont en ligne de l'autre côté du miroir. Ah ça y est, on commence à vous voir. Merci pour vos sourires. Cet espace est le vôtre, l'Agora. Donc dès maintenant, je vous encourage, dès que vous voulez intervenir, que vous soyez dans la salle ou en ligne, vous levez la main. Dans la salle, on a des micros qui circulent. Donc Nathalie et Isabelle auront plaisir à vous les passer. Et idem à distance, vous levez la main. Aline et Alexandra, qui sont cachées au fond du couloir en régie, pourront vous mettre en avant pour que vous puissiez poser vos questions. L'IA a été le sujet de 2023. Il le sera probablement aussi de 2024, de 2025, de 2026. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et pour nous aider à comprendre ce qui se joue, donc nous avons trois invités. Sabrina, que je n'ai pas reconnue tout à l'heure, qui a les cheveux habituellement détachés, mais qui là est avec nous. Donc Sabrina Deira, qui est manager Data Science et Data Driven Strategy chez Equimetrix. Equimetrix accompagne les entreprises pour dynamiser leur modèle économique grâce à la data et l'IA générative, l'intelligence artificielle générative. Nous avons Vincent Ducret qui est avec nous. Vincent est le président du Hub Institute. C'est un think tank, vous me dites si je me trompe, dédié aux transformations des entreprises. Et Vincent est co-auteur du guide de la transformation digitale. Et puis Fabienne, que vous connaissez, qui a l'habitude d'être avec nous. Fabienne, qui est sociologue prospectiviste, qui dirige la société de conseil projective et qui accompagne les gouvernements, les ONG, les entreprises à anticiper les évolutions à venir, puisque ce sont des évolutions. Donc merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous passer la parole et d'entamer le débat, je voudrais vous donner et partager quelques données chiffrées. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir récemment eu 2 études qui ont été réalisées, l'une par le BCG auprès des entreprises et une autre par l'IFOP auprès des salariés. Alors, je ne sais pas quelles sont les questions qu'ils leur ont posées, mais toujours est-il que sur l'étude du BCG qui a été réalisée en tout début d'année, donc c'est vraiment tout frais, on a 89% des dirigeants qui classent l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle générative comme une priorité technologique de premier plan pour 2024 et ils prévoient tous d'augmenter, enfin c'est 89%, leurs investissements sur le sujet. On a 54% qui pensent que l'intelligence artificielle va leur permettre de réaliser des économies grâce à des gains de productivité dans les opérations, les services clients et l'IT. Et les 2/3 pensent que le plus gros défi qui les attend, qui attend les entreprises, c'est le manque de compétences intelligence artificielle dans leur organisation. Ce qui est énorme. Ça, c'est la vision des entreprises et on va voir, heureusement pour une fois, que l'étude IFOP, qui, elle, a été réalisée auprès de salariés en partie, enfin de 50% de salariés, est aussi finalement assez proche et cohérente avec la vision des entreprises. 22% déclarent qu'ils utilisent l'intelligence artificielle au travail. Alors, ce qui est plus drôle, c'est que la moitié d'entre eux n'en parlent pas dans l'entreprise, le cachent à leur hiérarchie, le font en sous-marin, ce qui peut générer quelques soucis et problèmes, on en reparlera après. Mais en même temps, ils considèrent que l'IA, ce n'est pas une priorité pour leur entreprise, puisqu'ils n'ont pas été formés par leur entreprise. 64% pensent qu'un jour, des machines pourront agir comme des humains. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 50 ans, seulement 32% pensaient que les machines pourraient agir comme des humains. Donc la proportion, enfin, on a doublé. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'un actif sur 10 estime aujourd'hui exercer un métier d'avenir.
Alors c'est inquiétant, mais ça veut dire aussi qu'on a un monde nouveau à inventer pour créer ces métiers d'avenir, et on en reparlera et on reviendra là-dessus. Voilà, donc il y a plusieurs sujets qui apparaissent à travers ces deux sondages. La sécurité et les aspects réglementaires, les gains de productivité sempiternels, la formation qui plus que jamais va devoir prendre sa place pour former les salariés, et les transformations organisationnelles et cognitives que la société ou que l'organisation dans l'entreprise va connaître. Pour commencer, et qu'on soit bien tous alignés sur ce dont on parle, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est de nous donner votre définition de l'intelligence artificielle générative, et peut-être de bien mettre le doigt sur la différence entre, s'il y en a une, l'intelligence artificielle tout court et l'intelligence artificielle générative. Et si vous pouviez illustrer la différence, si elle existe, par des exemples concrets, ce serait top. Qui commence? Sabrina, les micros sont devant vous. Ouais. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là pour échanger avec vous aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, on est plus sur des programmes informatiques, des programmes algorithmiques qui vont réaliser des tâches humaines, des tâches sans action humaine. On a des exemples. Sabrina, pardon. Voilà. C'est bon? C'est parfait. Donc, ils vont réaliser des actions sans action humaine, des tâches sans action humaine. Les exemples qu'on a, nous, en IA génératif, par exemple, vont être de pouvoir réaliser des prédictions, ou encore des prédictions pour des prédictions de vente ou des prédictions de performance dans l'industrie. Et l'un des autres exemples qu'on peut avoir peut être ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. C'est donc l'analyse de sentiments, qui va être une analyse sémantique réalisée via des algorithmes. Donc là, on va être sur de l'intelligence artificielle classique, j'ai envie de vous dire, comme on la connaît historiquement. Et ces dernières années, on a eu un vrai bond technologique avec l'IA générative qui permet là, cette fois, d'aller un cran plus loin et de générer du contenu. L'IA générative va permettre de générer du contenu de type présentation PowerPoint, graphique, photo, vidéo, musique, base de données. Et c'est ce contenu-là qui est un vrai changement. Pour également une adoption et un usage pour la plupart des utilisateurs et des entreprises. C'est vrai que c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est clair que l'AI a été conçue pour, on va dire quelque part, scaler une pensée humaine, alors que l'intelligence artificielle a été développée pour se nourrir d'elle-même, inventer des nouveaux scénarios et automatiser de manière autonome plein de choses. C'est vrai que nous, par exemple, à Medstitute, on voit des nouvelles tendances, comme par exemple l'analyse des comportements des consommateurs en ligne sur des sites e-commerce. Et du coup, avant, vous aviez une direction marketing, une direction communication qui avait identifié des personas pour pouvoir envoyer des messages de communication aux uns et aux autres, suite à des réunions, à des paramétrages, des validations. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, c'est l'intelligence artificielle toute seule qui va définir de nouveaux personas basés sur l'évolution des comportements et non seulement faire des recommandations, mais être en capacité réelle de produire ces messages. Et donc, on va vers un chemin, on va dire, d'une certaine autonomisation, en gros, des interactions, et ça pose un sujet RH. Et on est là pour en parler. Moi, je vais prendre la chose beaucoup plus bas que vous, si vous me permettez. Je ferai l'analogie en fait qu'un être humain. L'IA, ça va de globalement un enfant de 3 ans qui répond à des questions extrêmement précises et qui sont dans son champ cognitif. C'est un peu ce qu'on appelle les chatbots de première génération, où il faut vraiment que vous posiez une question extrêmement claire et il formule une réponse algorithmique de type si on me pose telle question, alors je réponds telle chose. Et là, voilà, on est vraiment du basique de chez basique. Mais ça reste quand même une forme aujourd'hui de ce qu'on appelle l'IA générative. Et puis vous avez des crans qui montent progressivement en passant par l'IA hybride, enfin l'IA générative hybride, jusqu'à l'IA la plus complexe de type Watson aujourd'hui, Gâteau, etc.,
où là, vous avez affaire à un expert de haut niveau, entraîné, avec un fort background éducatif, si j'ose dire, et ça couvre vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez des IA idiotes, comme des individus sont idiots, et vous avez des IA extrêmement sachantes, comme des individus sont extrêmement sachants, sachant que vous pouvez être en même temps sachant et idiot. Voilà. Merci Fabienne. Moi j'avais une autre question aussi, donc on a bien compris, qui me semble parfois un paradoxe, c'est les histoires de systèmes ouverts et systèmes fermés. Pour moi, l'IA générative, elle doit être ouverte puisqu'elle se nourrit de la data et des expériences du plus grand nombre. Or, les entreprises, j'ai l'impression que la tendance des entreprises, c'est de dire c'est super l'IA, on va mettre en place de l'IA, mais dans un système fermé. Donc à un moment donné, je me dis, mais l'objectif de l'IA qui était d'être super ouvert et de se nourrir des expériences et des données un petit peu de tout le monde, si elle travaille sur un système fermé, elle va se scléroser et on va tourner en boucle et on va être comme dans les réseaux sociaux, toujours réinventer la roue finalement, non ? Disons que ce qui est intéressant, et on le voit dans l'usage qui est fait en interne au sein d'entreprises de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, on le retrouve un peu, d'ailleurs tu l'évoquais sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a les réseaux sociaux externes et les réseaux sociaux d'entreprise. Et donc on voit un peu le fait que c'est vraiment des deux côtés. Tout ce qui est effectivement sensible, ça va être l'intelligence artificielle qui va être hébergée, on en reparlera tout à l'heure, mais sur des sites internes, qui va se nourrir de la donnée interne qui aura été sécurisée. Et puis après, évidemment, pour se nourrir, il va falloir intégrer beaucoup de données externes. Au début, là on est vraiment au début. Aujourd'hui, il y a un flou assez artistique sur les sources de données sur lesquelles s'appuie l'intelligence artificielle, sur les réseaux ouverts que vous et moi, on peut utiliser. Ce flou va devenir de moins en moins flou et va devenir de moins en moins gratuit. Et donc, on aura l'occasion de parler peut-être des tokens, des choses comme ça, mais on va dire que les choses sont vraiment en train de se clarifier. Et juste pour compléter, par rapport à des cas d'usage que nous, on a pu implémenter, déployer chez nos clients, on a certes la donnée interne, donc on va parler de système fermé parce que c'est la donnée qui appartient au client et qui est dans son écosystème, mais on peut l'enrichir également avec de la donnée externe à partir du moment où on est sûr de la qualité et de la viabilité de la donnée. J'ai un exemple qu'on a fait pour un de nos clients qui travaille dans l'industrie cosmétique et qui justement a enrichi ces données internes en prenant des reviews, des commentaires laissés sur les sites marchands, en ciblant les sites marchands et en ciblant uniquement les acheteurs de produits. C'était des sites où uniquement le réel acheteur pouvait laisser un commentaire. Et avec donc des analyses de sentiments et des générations de contenu, cette information-là, qui était gratuite, parce qu'elle est sur Internet, sur les sites, a été utilisée par les équipes R&D pour justement avoir un retour sur le lancement d'un produit et développer davantage et connaître les spécificités. C'était dans l'industrie cosmétique, si je vous parle d'un fond de teint par exemple, est-ce qu'il est assez couvrant, est-ce qu'il a la bonne couleur, tous ces enseignements consommateurs qui sont coûteux à avoir après la mise sur le marché d'un produit, qui sont longs et coûteux, on a réussi à leur développer une solution qui leur permet d'analyser tout cela en temps réel. Certes, ils avaient leurs données internes et parfois la donnée externe, quand elle est bien ciblée, bien choisie et qu'on a bien conscience de l'usage qu'on veut en faire, elle peut également enrichir les données et être utilisée au sein d'entreprise. Je vais me décaler une fois encore, parce que je ne suis pas sûre. Là, on est en train de parler de données ouvertes ou données fermées. Mais il y a aussi l'IA ouverte et l'IA fermée. Oui, c'était la deuxième question. C'était de dire comment l'IA est développée à un moment donné. Est-ce que c'est de l'open source ou pas ? Voilà. Non, mais c'est ça. Mais du coup, continue, vas-y. D'accord. Donc, là, je pense que ce qu'il y a quand même de très intéressant dans la révolution, et on parle tous de ChatGPT, mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, les IA existent quand même depuis longtemps. C'est quand même assez intéressant de voir que d'un seul coup, on a l'air de se réveiller et de dire « Oh mon Dieu, il y a des IA ». Non, les IA, depuis l'arrivée de Watson, qui est quand même la première entité qui a été un petit peu médiatisée et un petit peu solide, on a quand même des entités artificielles qui existent depuis maintenant 20 ans. Watson, c'est 2005, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait quand même 20 ans que c'est là. Mais jusqu'à présent, les IA étaient un système tellement coûteux, un système technique, tellement coûteux, demandant tellement d'investissement, de financement et de savoir,
qu'il était réservé, qu'il était propriétaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'il appartenait à ceux qui l'avaient créé, qu'il mettait au service d'eux, mais qui ont resté éminemment propriétaires. Et c'est là où on pourrait parler d'IA fermée, je n'aime pas bien le terme, mais dans le sens où elle n'était pas disponible pour le commun des mortels. Aujourd'hui, en fait, la question, c'est celui de l'accès ici. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est quid de cette ouverture? ChatGPT a été une révolution parce qu'il a permis, y compris à des gamins de 10 ans, de sauter sur Internet, d'ouvrir l'onglet OpenAI et de discuter avec une IA pour la première fois de leur vie, comme j'imagine la plupart d'entre nous ici. Et c'est ça, la vraie révolution. Et la question, c'est qu'est-ce que nous, qui ne sommes pas des programmeurs, qui ne sommes pas des informaticiens, qui ne sommes pas des gens spécialisés, comme vous, dans ces questions-là, eh bien, qu'est-ce que nous en faisons? Et je pense qu'il est là, la question. Et puis avec ce qu'évoquait Vincent, qui est que fatalement, il y a du business derrière. Ça veut dire que là, ça s'ouvre pour nous appâter et ça se refermera pour nous faire payer. C'est une évidence. Ce qui est à la fois troublant et un peu anxiogène, on va dire, c'est la facilité d'accès à l'intelligence artificielle générative qui utilise ChatGPT dans la salle. OK ? En ligne, vous pouvez mettre des pouces aussi, si vous voulez. on peut le faire hybride. Il y a des gens qui... Voilà. OK, cool. Et donc, on retrouve un peu les mêmes taux, si on s'était posé la question il y a 10 ou 15 ans, sur qui utilise les réseaux sociaux, quelque part. Vous voyez ? Donc, on retrouve un peu la même chose. Et au début des réseaux sociaux en entreprise, Facebook était interdit, mais du coup, tout le monde l'avait sur son téléphone. Et donc, on parlait à l'époque de Shadow IT. Et là, c'est le Shadow AI, en fait. C'est-à-dire que tout le monde utilise le ChatGPT, quelle que soit la politique d'entreprise. Donc ça pose de vrais sujets. Et dans un contexte où ces technologies ne sont pas stabilisées, l'usage de la donnée qui en est faite, que vous alimentez vous-même, n'est pas clairement exprimé. D'ailleurs, je vous encourage dans vos requêtes, dans ChatGPT, à la fin de dire merci pour la réponse, quelles sont vos sources? Et là, vous verrez, voilà, et il va lister sur quelles sources il s'appuie. Faites-le, c'est très intéressant. Parce que du coup, vous aurez un regard un peu plus fin sur la réponse qu'il vous donne. Parce qu'au début, on est émerveillé par une réponse qui est très structurée. Et puis après, quand on voit la source, on dit oui, oui, donc je comprends mieux pourquoi il répond ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il faut pratiquer. Et puis, il va falloir accompagner cette intelligence artificielle générative dans l'entreprise. Parce que bloquer, ce n'est pas forcément une solution. Il faut accompagner. C'est un peu ce que tu évoquais. Et c'est un travail qui va être long, fastidieux, mais qui est un travail forcément très humain, qui va nécessiter pas mal d'accompagnement. Alors c'est un bon truc de dire d'où vient ta source. Je pense qu'on tutoie ChatGPT ou on le vous voit. On lui dit quoi? You, c'est anglais. Non, on peut écrire en français. La seule chose aussi, je vous recommande fortement dans ChatGPT, c'est que vous avez un petit paramètre pour dire qui vous êtes et quel est votre métier. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez poser des questions, il va répondre spécifiquement. Donc, par exemple, moi, j'ai dit, je suis un dirigeant d'entreprise à Paris, plutôt sur les sujets de transformation numérique. J'aime bien les réponses, bon, vous allez rigoler, mais bon, avec des bullet points. Des trucs pas trop littéraires. Et du coup, il me répond tout le temps comme ça. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est aussi à vous de définir une conversation et des règles d'interaction. Et vous avez, ça fait bizarre aussi ce que je vais dire là, mais vous allez construire une relation, comme avec une personne humaine. Et donc aujourd'hui, j'ai tellement discuté avec ChatGPT, il ou elle, je ne sais pas, qu'effectivement, les réponses sont hyper structurées, correspondent exactement aux semaines qu'on a, entre guillemets, passées ensemble. Et donc, du coup, c'est de plus en plus fin et c'est de plus en plus pertinent. Voilà. Si je peux rajouter justement là-dessus, moi j'ai eu juste hier, pas plus tard qu'hier, une grande surprise parce que j'utilise aussi ChatGPT au quotidien. Alors pareil, en ayant défini qui j'étais, voilà, je suis un chercheur, je travaille plutôt sur le long terme, etc. Et hier, je lui pose une question parce qu'un de mes clients me la pose et du coup, je la repose en direct pour m'éclaircir les idées. Et sa réponse me dit Fabienne, il me semble que cette question ne correspond pas du tout à la question que devrait poser un chercheur en prospective. Là, j'avoue que ça m'a un peu énervée, quand même.
Mais c'est vrai que ce qu'on appelle le live diagnostic, c'est-à-dire l'idée de pouvoir rapidement en direct ou poser une question ou demander une analyse en réel, ça va se généraliser. Aux États-Unis, vous avez des outils qui permettent en entretien d'embauche d'analyser le visage du candidat et avoir des signaux faibles sur sa personnalité, son comportement. Donc là, on est à la frontière de l'éthique. Je pense qu'on va en parler dans quelques minutes. Et donc, jusqu'où va-t-on parce que ce qui est assez intéressant, c'est que pour le recruteur, on peut se dire c'est des super pouvoirs, ça va donner via l'AI une analyse. Le problème, c'est que le candidat lui-même, il triche parce qu'il a une AI qui, du coup, répond aux questions que le recruteur lui pose en visio et pour être sûr de bien répondre. Oui. Donc, on arrive dans un monde assez original et fake, ouais, bien sûr, dans lequel, des deux côtés, ils ont des super pouvoirs, donc ça peut se neutraliser. Du coup, on voit clairement que aujourd'hui, ce sont les usages perso qui vont dicter les usages professionnels qu'on va faire avec ces dangers. Que doivent faire les entreprises pour protéger leurs données, pour éduquer leurs salariés? Enfin, est-ce que vous voyez que les entreprises sont en route déjà elles ont pris conscience de ça ou pas? Alors oui. Nous, ce qu'on a pu observer avec certaines entreprises, c'est que déjà, l'IA générative a amplifié les problèmes liés à l'IA ou les problèmes informatiques de sécurité par rapport à la donnée, parce que justement, le fait de mettre la donnée dans des modèles type ChatGPT va rendre la donnée de l'entreprise publique, ça va rentrer dans le domaine public, et là, on a un vrai risque lié à la sécurité. On a des entreprises qui mettent des filtres classiques pour l'interdiction d'aller sur ChatGPT avec son ordinateur professionnel pour vraiment rester dans l'écosystème avec des bloqueurs de l'entreprise. Et dans des secteurs, en fait, beaucoup plus... j'ai en tête un client, on a un client en finance qui, en fait, a interdit l'usage du téléphone portable à ses employés en changeant la policy au sein de la salle de trading. Donc, un employé qui est dans la salle de trading ne doit pas passer un appel ou justement ou envoyer un texto dans l'espace, dans la salle de trader, et il est obligé de sortir de la salle, et c'est une politique interne qui a été signée, vraiment politique dans l'entreprise. Et si l'employé le fait, il est soumis à des sanctions. Il s'expose à des sanctions. Donc oui, c'est en train de changer. Les entreprises doivent mettre des politiques beaucoup plus restrictives et également expliquer aux salariés pourquoi cela est dangereux. Parce que je prends l'exemple d'un salarié qui va vouloir se servir de ChatGPT, qui a le filtre, qui ne peut pas y aller avec le site internet. Il peut prendre en photo son écran et après aller le mettre dans un modèle type ChatGPT. Donc, et cette donnée-là, le vrai risque, c'est qu'elle soit après utilisée par le modèle, qu'elle devienne publique et que le modèle entraîne sur des données qui sont privées. Et c'est là où il faut sensibiliser les employés. Et c'est pour ça, quand une nouvelle politique restrictive est mise en place, il y a aussi un accompagnement à faire et une explication des risques que n'ont pas forcément les salariés en pensant que c'est juste anodin d'aller naviguer. Pour le coup, j'ai le sentiment qu'on prend le problème à l'envers. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on n'arrivera jamais à contrôler les salariés. On a essayé de le faire avec Facebook, vous l'avez bien souligné précédemment. On a essayé de le faire avec les réseaux sociaux, avec ce que vous voulez. Enfin, je pense simplement aux étudiants avec leurs calculettes et autres. Il y a un moment donné où c'est juste impossible. Si ce n'est pas le téléphone, ce sera la montre connectée, ce sera l'earbud, c'est ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, notre degré de connexion est tel que je ne vois pas comment on peut arriver à ce bout-là de la chaîne à contrôler quelque chose. Donc la question, c'est qu'est-ce que nous avons comme ressources pour pouvoir contrôler l'amont de la chaîne? C'est-à-dire, là, je ne vois plus que le législateur qui impose une construction d'IA telle que l'IA ne puisse pas se nourrir, sauf des IA achetées, donc des IA, j'allais dire esclaves, si vous me permettez l'expression. Mais je pense à un de mes clients qui a créé donc un chat GPT interne, mais qui est totalement fermé, qui ne sort pas, qui ne fonctionne que dans la boucle interne et pour des raisons internes. Mais il y a un moment donné où on différenciera ces IA, quoi. Il y aura des IA qui ne pourront se nourrir que dans la sphère publique et qui n'auront pas le droit, et ça, il suffit de le construire de cette manière-là, d'utiliser des données privées. Ça veut dire qu'il va nous falloir encoder spécifiquement les données privées et les distinguer des données publiques. Je pense que le travail va se trouver plutôt en amont de la chaîne qu'en aval, me semble-t-il. J'aimerais bien que ce soit en aval, mais je doute fortement de la capacité de nos concitoyens à se maîtriser.
C'est pour ça que les entreprises font appel à nous. C'est pour développer ce type de solution en maîtrisant l'écosystème de données, en sachant quelles sont les données qu'on met dans l'IA générative. On développe également des chatbots. Juste pour vous donner un petit peu un rappel, nous, Equimetrix, on fait de la data science depuis 17 ans. On a 350 clients, plus de 350 clients. Donc on est leader en data science. Et justement, les entreprises nous appellent pour développer ces chats GPT, ces assistants conversationnels en interne, pour justement contrôler la donnée. Enfin, contrôler et également contrôler un peu quelle va être l'utilisation. Enfin, est-ce que la solution s'inscrit également dans la stratégie d'entreprise, parce je pense qu'on va y venir sur l'impact d'un point de vue métier, sur comment une solution d'IA, enfin quel est le challenge pour l'entreprise justement de développer ces solutions d'IA génératives. Et en fait, le challenge, nous, qu'on voit aujourd'hui, quand nos clients nous demandent, voilà, on a l'IA générative, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, ça fait le buzz, on y va, on n'y va pas. Nous, ce qu'on leur dit réellement, c'est parce que l'IA générative peut faire pour eux, c'est ce qu'elle doit faire. Et on reste dans cette notion de données maîtrisées. Et l'élément clé vraiment de réussite, d'implémentation d'une solution d'IA générative dans une entreprise, c'est d'identifier le cas d'usage qui va permettre en fait de s'inscrire dans la stratégie d'entreprise et ensuite d'engager les métiers et d'engager la finance, parce qu'il y a un coût, et de vraiment définir le premier cas d'usage avec un seul métier. Et une fois qu'on a fait la preuve de l'efficacité et de l'impact, ensuite pouvoir le déployer à l'ensemble de l'entreprise. Il faut vraiment y aller progressivement, pas à pas, et pas vouloir tout faire d'un coup, tout révolutionner. C'est vraiment, nous, le facteur clé de succès qu'on a pu voir avec nos clients. Et on s'appuie également sur des chiffres publiés par Gartner. Quand on parle de solutions d'IA générative, les études Gartner vous disent que 75% des prototypes de solutions d'IA générative échouent, n'arrivent pas au stade de développement. Et seulement 5% vont ensuite passer dans une phase d'industrialisation, de développement en interne à solution. Et nous, chez Equimetrix, en adoptant justement cette identification du cas d'usage, on arrive à avoir 99% de nos prototypes qui sont menés à bien, qui sont menés à terme, et 75% qui sont industrialisés. Et c'est vraiment ça, c'est identifier vraiment le besoin avant de... Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et pour compléter en fait, quand il y a des grandes innovations, parce que ce type de révolution, c'est tous les 15 ans, il faut se le dire. Donc c'est aussi important pour vous de bien monter à bord, parce que c'est tous les 15 ans qu'on a une révolution comme ça. C'est qu'en fait, ça induit aussi l'obligation de faire un peu le ménage chez soi, au sein de l'entreprise, au sein des data. On a beaucoup parlé de data-driven company, et là, c'est intéressant parce qu'avec l'IAGEN, c'est sûr que si la maison n'est pas rangée, ça va être un vrai sujet. Un vrai bazar. Un vrai bazar, ça va aller taper des données qui n'étaient pas prévues. Et donc, c'est aussi l'occasion de vraiment auditer et mettre en place, alors dans le cadre de mon prochain livre sur la triple transfo, IA, Orga et RSE, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des gens du CAC 40 et il y en a plusieurs qui sont sur cet App Store un peu de jeux de données internes où tout a été identifié, tout a été structuré, tout a été un peu balisé. Et du coup, derrière, c'est possible, dans des activités comme les tiennes, de venir se plugger et d'aller chercher la donnée qui a été déjà structurée, travaillée, sélectionnée. Et aussi de lutter contre des nouveaux gisements de données qui pourraient émerger. Voilà. Donc c'est très très important parce que c'est vraiment le socle d'une entreprise qui va pouvoir se développer. Et, exactement. Je peux que appuyer parce que quand on définit nos cas d'usage, on s'appuie sur la donnée. Et la donnée, on définit différents cas d'usage et une roadmap d'implémentation long terme. On ne fait pas juste un premier cas d'usage, mais on s'appuie sur la donnée disponible et sur l'utilisation des métiers. Et c'est vraiment ça l'élément clé pour bien développer la solution. Comme tu le disais, on a une question de la fiabilité de la donnée, de la disponibilité de la donnée, de la fréquence, de l'usage que font les métiers de cette donnée-là. Et ça va vraiment être clé justement de fiabiliser la donnée, de stratégiser la donnée, ce qu'on va en faire, et ensuite de la structurer. Ça fait partie dans le chemin de transformation de la prise en considération. Données et métiers, c'est vraiment ce qui permet de générer le plus d'impact au sein des entreprises. Je crois qu'on a une question, Aline. Donc,
Je crois que c'est Jean-Philippe qui va vous poser question. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous avez envie d'intervenir suite à ces premiers échanges? Non, on continue. Oui. Si c'est moi à qui vous donnez la parole, bonjour Jean-Philippe Riel. Ah bah. Je réagissais, c'était plus une réaction qu'une question sur le sujet de la confidentialité des données issues de l'IA générative. On avait le même problème, exactement le même, au sein des départements ou des directions finances au moment de la clôture comptable dans des sociétés cotées où, sans vouloir trahir qui que ce soit ni mal faire, un employé pouvait s'envoyer chez lui la dernière version des comptes consolidés d'une entreprise cotée et où on avait exactement le même problème de confidentialité. En fait, on évoquait aussi les questions de censure, de restriction et d'interdiction. Je pense qu'ils sont peu compatibles, ces notions, avec les attentes des nouvelles générations et que plutôt, il me semble que communiquer sur pourquoi et informer, ça passe mieux que d'interdire. C'était juste une réaction et je n'ai pas de question particulière. Merci Jean-Philippe. Je crois qu'on a une question dans la salle. Alors c'est un petit peu la même problème, enfin, problématique. C'est pour réagir sur la notion de il faut que le législateur intervienne. Alors, je ne sais pas pour contredire, mais je pense que c'est la plus mauvaise façon d'aborder le sujet. Pourquoi? Parce que d'abord, la question, elle n'est pas neuve. Hein. Les nouvelles technologies, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour découvrir. Ça existe depuis que l'homme est là et qu'il invente des outils. Bon. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et les questions de propriété, les questions de risque, les questions de comment justement mitiger les risques, etc., c'est justement ce qu'on fait depuis toujours en droit. Bon, donc, tous les instruments juridiques sont déjà là. Il ne faut surtout pas commencer à dire il faut une loi pour réglementer l'usage ou la création, parce que justement, faut d'abord que ça crée, il faut d'abord qu'on voit les problèmes, et les réponses vont venir immédiatement. Hein. Clairement, le législateur, il va nous faire des lois, comme on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire des catastrophes, qui servent à rien, qui ne font que compliquer, et puis qui faussent complètement le problème. Ça devient de la démagogie, ça sert strictement à rien. En revanche, clairement, on se pose des questions effectivement de savoir, par exemple, l'idée de dire un salarié ou n'importe qui d'ailleurs peut photographier un écran, c'est pas nouveau. Hein. Ça existe depuis que le téléphone portable existe. Et effectivement, c'est un vrai problème pour toutes les entreprises, et pas seulement, n'importe quelle société, quelle qu'elle soit. Dès que quelqu'un ne respecte pas la règle de la confidentialité ou de l'usage correct, respectueux, il y a un problème. Bon, mais la solution, elle est effectivement dans le fait que lorsqu'on est déloyal, il y a des sanctions, puis c'est tout. Hein. On n'a pas attendu, c'est pas nouveau la déloyauté. Hein, je veux dire, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut surtout regarder l'aspect que peut-on tirer de ce nouvel outil, hein, c'est-à-dire qui est plutôt multiple, il n'y en a pas qu'un seul, hein, et ça c'est prodigieux. Et plus il y aura effectivement je dirais, d'expertise disponible, plus c'est réjouissant. Hein. Le fait qu'il y ait le côté, comment dirais-je, manipulation, certes, ça existe, et tout le monde est très sensible à ça, parce que c'est un peu spectaculaire, hein, mais la manipulation, c'est pas nouveau non plus, et le fake, c'est pas non plus, c'est vieux comme le monde, hein, le mensonge, la tromperie, c'est pas nouveau, quoi, hein, et on connaît tout ça. C'est pour ça que je pense que, comme vous le disiez, c'est important de voir l'aspect, je dirais, protection, mais l'aspect protection, on a déjà tout. Hein. Et le vrai problème, c'est plutôt, éventuellement dans des cas litigieux, c'est de définir avec les différents interlocuteurs quelles sont les vraies menaces. Voilà, pas plus. Merci Caroline, je crois que vous avez une question en ligne. Il faut ouvrir votre micro, Caroline. Non, mais c'est parce que il m'avait été fermé, je crois. Alors, bonjour, merci à tous et merci à vous pour vos témoignages qui sont vraiment enrichissants et intéressants. Moi, je suis une ancienne dirigeante d'une start-up que j'ai revendue qui était dans le monde de l'édition du contenu et mon métier, c'était d'agréger et de rediffuser des contenus. Et notamment, le cadre juridique de la propriété intellectuelle était vraiment finalement l'alpha et l'oméga de mon métier, puisque quand on agrégeait des droits, pour les transformer et les rediffuser, on était quand même très, très attentif à ça. Et votre témoignage tout à l'heure me faisait
réagir là sur l'agrégation de vos avis des internautes que vous allez pomper chez des acteurs du marché. Quand vous êtes sur un site éditorial, parce que c'est un site éditorial, il y a un patron de la publication, vous ne pouvez pas aspirer comme ça et faire joujou avec les données, même si elles sont publiques, parce qu'elles sont publiées sur un site public, des données qui ne vous appartiennent pas. Et donc moi, je voulais interroger nos trois invités pour savoir comment est-ce que justement, à l'aune de l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la gestion de ces droits, parce que typiquement, moi, je trouve ça assez borderline dans ce qui a été pratiqué dans le cas d'école, le cas d'usage qui a été évoqué par l'une de vos invités, et donc de voir comment est-ce que on va traiter ça, comment est-ce qu'on va gérer ce problème de la propriété intellectuelle. Vaste sujet. Moi, je pense qu'effectivement, alors je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le fait que toutes les lois existent et que tout va bien et qu'il suffit de les regarder. En fait, aujourd'hui, quand vous... alors, je répondais à quelqu'un dans la salle, excusez-moi. Oui, non, mais j'ai bien, parce que c'est lié en fait, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que aujourd'hui, quand vous avez... on ne peut pas tout faire, quand déjà. vous avez prenons un collaborateur qui est dans l'équipe de communication à qui on demande de générer, par exemple, des vignettes pour mettre sur Internet. Et donc, il va aller générer une image et il va lui dire, dans l'image, place le produit et puis inspire-toi en fond, par exemple, d'un artiste vivant. Et donc, il va créer cette image. Mais du coup, il y a un vide juridique sur le degré d'utilisation, exactement comme dans un livre. Donc ça existe déjà, sauf que... Oui, bien sûr, mais sauf qu'on n'arrive pas à détecter le degré. Et donc, du coup, dans un livre, il y a ce qui s'appelle le droit à la citation, par exemple, mais sur l'AI, il n'y a pas ça. Et on ne sait pas à quel degré, en fait, on est dans la copie et à quel degré on est dans l'utilisation artistique ou l'inspiration. Là, aujourd'hui, il y a un vide. Mais en revanche, ce qui est très clair aujourd'hui en droit de propriété intellectuelle, pour revenir sur les avis des internautes qu'on évoquait tout à l'heure, Juste ces contenus appartiennent à l'éditeur de ces contenus et vous n'avez pas le droit de les récupérer sans son autorisation, et surtout pour jouer avec et vous-même tirer une production intellectuelle de cette propriété intellectuelle. Et ça, la chaîne des droits de propriété intellectuelle et le droit de la propriété intellectuelle, et en particulier en Europe, sont extrêmement clairs là-dessus. Donc c'est pour ça que moi je suis très intéressée à voir comment, parce qu'effectivement l'intelligence, elle se crée à travers tous ces flots de contenu dont elle se nourrit, et donc de voir comment est-ce qu'on trace l'évolution de cette propriété intellectuelle, parce que c'est un vrai sujet. Alors, dans le cas d'usage que je partageais avec vous, on était sur les sites marchands, donc sur des revendeurs des produits, et uniquement des produits de la marque. Et on était sur des avis des acheteurs certifiés. Oui, mais en tout cas, posez la question, parce que si vous avez vocation, enfin là c'est plus un conseil que je me permets de vous donner pour avoir étudié le sujet pendant 15 ans, c'est de vérifier auprès d'un avocat spécialiste en droit de propriété intellectuelle, parce que même si effectivement ce sont des avis qui sont portés sur des produits qui sont ceux de la marque que vous représentez, ces contenus appartiennent à ce distributeur et vous n'avez pas le droit d'en faire un usage pour votre propre exploitation sans qu'il soit d'accord pour que vous le fassiez. Enfin, sauf erreur de ma part, là, bon, je peux vous dire qu'en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est quand même très cadré. Alors après, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des tas de gens qui le font, hein, qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées en analyse sémantique, qui vont inspirer les verbatims de beaucoup de gens, mais c'est pas pour ça qu'on a le droit de le faire. Donc, sur l'intelligence artificielle, ça pose de vraies questions. Donc, je sens que j'ai une question qui a encore trouvé sa solution. Oui, et puis après, on passera à d'autres thématiques que la pays, que la propriété intellectuelle, bon, ça existe depuis effectivement que tout simplement les œuvres sont reproductibles. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé la question de protéger justement le contenu. Bon, alors d'abord, donc au niveau juridique, il y a déjà tout, hein, parce que c'est vieux comme, pas vieux comme le monde, mais c'est vieux comme les bouquins. Bon, et donc, à partir du moment où on pouvait les reproduire industriellement, j'entends. Hein, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il faut voir une chose, c'est que la création, ça se nourrit de la reproduction. Ça, c'est le principe. Et le principe, c'est que les idées,
tout le monde peut les utiliser. On ne peut pas les approprier, c'est impossible. Sinon, évidemment, vous bloquez complètement l'invention. Donc il faut que les idées ça circule et on peut les reproduire autant qu'on veut. La seule chose qui est interdite, c'est d'aller sur les formes. Bon, les formes, clairement, tout a été traité. Hein. Donc aujourd'hui, on va adapter à l'intelligence artificielle, mais ce sera juste une adaptation, on ne va pas réinventer. Et quand on parle de citation, par exemple, la citation, c'est quelque chose qui existe, mais tous les jours, on en rediscute devant les tribunaux, parce qu'à chaque fois, c'est jamais la même citation, c'est jamais la même longueur, c'est jamais la même... Mais on connaît le problème de la citation. Donc celle qui est autorisée, celle qui est interdite, c'est une vieille problématique, et la jurisprudence, vous en avez des tonnes et des tonnes qui vous règlent le problème. Après, il y a ceux qui vont trop loin. Quand ils se font prendre, ils se font prendre. Puis il y a ceux qui n'osent pas. Voilà. Hein. Mais c'est pas la peine de dire. Il nous faut des textes pour dire à tant de centimètres, c'est interdit. Parce que ça, c'est dramatique. Voilà. Il y a un autre sujet. Pardon. Juste, et peut-être pour finir là-dessus, il y a peut-être une différence entre reprendre partiellement un contenu, ce qui s'est toujours fait depuis des siècles, et la capacité en permanence de prendre des quantités, la totalité du contenu. Là, on n'est pas dans le même débat, je pense. Non, oui, que ce soit interdit ou autorisé, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un autre défi. Au-delà de la propriété intellectuelle, Fabienne, tu nous disais aussi que l'IA allait changer notre rapport à l'information et que l'oralité allait se développer. Alors, rapport à la formation, je pense qu'elle a déjà été changée pour le coup à partir du moment où l'enseignement à distance a commencé à se développer et où on a aujourd'hui de plus en plus des fameux MOOC. Pardon. Les fameux MOOC, c'est-à-dire ces fameux cours à distance, ouverts, etc., que prennent de plus en plus les étudiants quand les cursus ne les satisfont pas, ce que je trouve quand même extrêmement intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Sur la question d'oralité, plutôt, c'était ça que je trouvais intéressant, c'est l'automobile nous a fait rentrer, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies entre l'arrivée de l'automobile dans notre civilisation et l'arrivée de l'IA. L'automobile nous a fait rentrer dans un monde de bruit. Alors c'est vrai que ça faisait déjà pas mal de bruit d'avoir un carrosse, un cheval qui hennissait, voilà, un cheval qui hennissait, mais surtout les roues qui étaient cerclées et qui tapaient sur les pieds. Mais enfin, à côté de ça, on est passé de ce bruit-là au bruit des moteurs incessants, qui aujourd'hui est quand même une ligne de fond de nos environnements urbains. Là, on va avoir comme ligne de fond désormais dans les bureaux des gens qui parleront constamment à leurs entités électroniques. Alors, c'est déjà le cas. Vous savez comme moi que vous pouvez lui demander à peu près ce que vous voulez en parlant. C'est peut-être limité un peu aujourd'hui à nos objets domestiques comme Alexa ou autres. Mais j'entends de plus en plus de gens qui parlent à leur montre connectée, qui parlent à leur téléphone et pour demander des choses à la machine, ne serait-ce que quand vous êtes sur Waze, quand vous êtes sur votre GPS. Voilà, vous parlez plutôt que de taper. Et ça, chez les nouvelles générations, ça devient quelque chose quand même d'assez significatif. Donc, si nous nous mettons tous à parler à l'intérieur d'un open space, je vous laisse imaginer, 1, le bruit, et 2, la difficulté qu'aura l'IA à comprendre ce que vous dites. Parce que, quand même, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. La manière dont une IA perçoit un son est très différente de la manière dont un humain perçoit un son. Vous savez sans doute que nous percevons un son signifiant sur 4 ou 5 et que nous arrivons à reconstituer les parties manquantes. Une IA, moi je ne suis pas du tout spécialisée, donc je ne sais pas ce qu'elle entend et comment elle peut reconstituer les parties manquantes, mais je pense que je le vois déjà chez moi, c'est quand même très compliqué quand l'environnement est un petit peu bruyant de se faire entendre correctement de l'IA. Donc il y a la question bruit qui me pose question, et donc est-ce que c'est la fin des open space? Est-ce que ça veut dire qu'on va tous retourner dans des petites cases où on va pouvoir parler tout seul dans notre coin à nos machines? La deuxième chose, c'est le zapping. C'est le zapping parce que, alors on l'a déjà observé chez les étudiants depuis assez longtemps, mais l'écrit fixe l'attention et souvent fixe aussi la mémoire, pour une bonne partie des gens qui, en tout cas, qui ont des mémoires visuelles. Et l'écrit vous donne en même temps de la lenteur, c'est-à-dire vous oblige, le temps d'écrire, oblige votre esprit à poser les mots, à s'assurer que c'est bien le bon mot. Il y a un art de la réflexion qui se met en place à travers l'écrit. Passer à l'oralité, ça veut dire aller beaucoup plus vite, avoir un peu une espèce de staccato dans l'esprit qui lance les injonctions et parfois ne plus toujours être capable de prendre le recul nécessaire à une réflexion de fond.
Donc ça, je pense que c'est le second problème qu'on va devoir affronter. Et puis, Je me permets de rebondir, tu parles de mémoire individuelle, mais il y a aussi l'écrit permet une mémoire collective. alors C'était c'était pardon. mon troisième point. Merci d'anticiper, Nathalie. Et mon troisième point, c'est justement cette mémoire collective. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte aujourd'hui que, d'abord, nous perdons une bonne partie de nos mémoires, parce que vous savez que les archives numériques se perdent, et notamment toutes celles qui étaient enregistrées sur des bandes se détruisent. Le MIT a soulevé le problème il y a déjà un certain nombre d'années, je ne sais plus combien exactement, mais en mettant en évidence le fait que tous ces dossiers de recherche avaient été perdus, puisqu'en fait les bandes étaient détruites et que voilà, ça ne dure pas aussi longtemps que du papier. Mais à côté de ça, ce que je trouve intéressant sur le plan de la société, c'est que dans les sociétés de l'oralité, c'est-à-dire les sociétés nomades, la mémoire se transmettait par les récits. Et c'est comme ça que nous avons eu nos grands mythes fondateurs qui sont passés sur toute la Terre au fur et à mesure de nos développements. Et je trouve intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand vous observez la société, on est en train de retrouver une culture. Alors maintenant, on n'appelle plus ça des mythologies, on n'appelle plus ça des récits, on appelle ça des narratifs. Mais on est en train de retrouver une culture du narratif. Et donc, je trouve intéressant déjà qu'on soit en train de se réapproprier cette forme de mémorisation. Mais en même temps, ce qui m'inquiète un tout petit peu, bien que ce ne soit pas vraiment mon tempérament, ça reste quand même les conséquences de mouvements comme le wokisme qui réécrivent l'histoire. Et là, on est dans des réécritures symboliques de l'histoire. Donc je me demande un peu dans 500 ans ce qui restera de l'histoire du XXIe siècle quand elle aura été réécrite par des narratifs wokistes. Je lisais, en fait, l'IA, elle s'inspire de l'existant. On est d'accord. Et hier, je lisais un sujet sur le pôle emploi autrichien. Je ne sais pas si vous avez vu cette news. Le pôle emploi autrichien, ils utilisent l'IA générative pour proposer des postes à ses demandeurs d'emploi. Et une personne a décrit son profil en s'affichant comme étant féminine. Elle a repris les mêmes caractéristiques, elle les a affichées en se faisant passer pour un homme. Et en fonction du sexe, l'IA a proposé du coup des jobs différents alors que les compétences étaient absolument les mêmes. Donc ça veut dire qu'on vit sur un passé, là aussi, à un moment donné, qui segmente en fonction du sexe, ce qui est un Ce sujet. sont les humains qui ont codé C'est les ça, IA quand même. c'est Donc ça. l'IA n'est que le reflet de ce que nous sommes. C'est ça. Alors, on a une question, pardon. Je voulais juste rebondir sur l'intervention juste avant. Vous posez simplement la question du libre arbitre, mais du libre arbitre en tant que personne pouvant penser et pouvant déduire. Quand vous parlez de formation et d'évolution en fait des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Et donc moi je voudrais, enfin peut-être avez-vous déjà pensé à l'éducation tout simplement de l'utilisation d'une intelligence artificielle, parce que à écouter les données, il faut les protéger, il ne faut pas les protéger. On veut légiférer et ça c'est absolument nécessaire pour que on cadre et on évite un maximum de débordements, mais la culture de la donnée, elle existe. La conscience de l'employé, elle existe. Il n'y a pas que la conscience du chef d'entreprise qui existe. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette culture, on la forme, et on la forme en expliquant aux gens, vous utilisez l'intelligence artificielle, voilà ce que vous laissez à la machine comme degré de liberté ou d'autonomie de pensée, et voilà ce que vous ne laissez pas. Et puis ensuite, on peut dire, voilà ce que vous laissez aux autres, c'est-à-dire la boîte qui est à l'extérieur de ma boîte et qui peut utiliser mes données. Mais je pense que ce n'est pas simplement un problème de chef d'entreprise. Je pense que c'est un problème d'éducation individuelle. Moi, j'ai travaillé énormément dans le renseignement toute ma vie, et on a une culture. On se tait, on sait se taire, et on a aussi des lois, parce qu'à un moment donné, il faut savoir sanctionner quand le contrôle est débordé. Mais c'est aussi une culture. Voilà. Alors du coup, ça m'amène à une autre question,
peut-être plus prospective. On a vu que un salarié sur 10 pensait seulement qu'il avait un métier, qu'il exerçait un métier d'avenir. Cette IA générative et ces changements de paradigme, vous nous apportez des nouveaux métiers. C'est quoi ces nouveaux métiers d'avenir? Est-ce qu'on peut déjà les imaginer? On a parlé de formation, de compréhension, on n'a pas parlé du prompt aussi, qui est un sujet Alors, dont on parle beaucoup. il y a plusieurs choses. D'abord, nous, c'est vrai qu'au sein de notre think tank, on a commencé à regarder un peu les fiches métiers et à voir dans ces métiers quels étaient les micro-skills qui allaient disparaître, parce que vraiment remplacés par l'intelligence artificielle, et celles, au contraire, qui allaient être augmentées. Et donc, il y a toujours du pour et du moins, en fait. Et donc, ce qu'il faut, c'est... Je vous donnerai juste un exemple pour imager. Dans le tennis, par exemple, sur les tournois du Grand Chelem, il n'y a plus de juge de touche, vous voyez, mais il y a toujours des ramasseurs de balles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur des niveaux de complexité, parce que l'homme est logarithmique et l'AI, la data exponentielle, eh ben, on voit très bien qu'il y a des chemins qui sont en train d'être pris. Et du coup, on voit que sur l'évolution des métiers, on commence à voir quels skills vont vraiment être impactés. D'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises, ou peut-être vous nous direz, qui travaillent sur des impact scores par métier, pour voir du coup par métier et par secteur, quel est le degré d'impact qui va avoir lieu et à quelle temporalité. Et l'autre point, je reprends des chiffres qui sont sortis de la Banque mondiale, qui sont l'impact de l'AI en fonction des zones du monde. Et effectivement, va y avoir ça va recréer du coup malheureusement effectivement de gros problèmes sociaux en fonction des pays du monde et l'impact sur les métiers. Donc il y a à la fois à l'intérieur d'entreprise sur les métiers, l'évolution, et puis il y a aussi l'impact plus macro que ça va avoir sur certaines économies. On reviendra peut-être après sur les enjeux géopolitiques. Sabrina, est-ce que de l'expérience que tu as eue de l'implémentation de tes projets intelligence artificielle générative dans les entreprises, est-ce que tu as vu du coup des métiers qui se créaient, qui se transformaient? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on n'est pas encore arrivé à la création de métier, mais vraiment à un changement de métier. J'ai 2 cas d'usage qui me viennent en tête qu'on a implémentés. Le premier, ça a été pour Reporters sans frontières, donc domaine du journalisme, où on a besoin vraiment d'avoir une fiabilité de l'information et où on a une masse d'informations qui est conséquente. Donc là, l'IA générative a permis de réaliser du journalisme augmenté, dans la mesure où la recherche, le temps consacré à la recherche d'informations est très chronophage pour un journaliste. Donc on a développé une solution basée sur un corpus documentaire de textes législatifs et scientifiques, donc vraiment dans un environnement fermé où on maîtrisait toute l'information. Et on a créé un chatbot pour le journaliste qui lui permet justement de rechercher, de poser ses questions très pointues, très poussées, parce qu'on va être sur des rapports du GIEC ou sur vraiment des documents très conséquents, enfin très, très volumineux. Et en plus, on lui cite la source. Donc on va lui dire, voilà l'information, tu le trouves dans tel document, page 3, on clique dessus et on le voit. Donc on a vraiment un changement on dégage plus, on s'oriente plus vers la valeur ajoutée du métier, qui est le respect de la ligne éditoriale, d'aller chercher du contenu, de la fiabilité de l'information, d'être très pointu d'un point de vue scientifique et légal, de citer les articles. Et ça a été du temps qui a été dégagé pour le journaliste et il peut se concentrer sur sa valeur ajoutée. Donc, et toujours, voilà, écosystème fermé, on maîtrise la donnée, on a défini avec eux la base, le corpus documentaire qui est dedans. J'ai un autre exemple dans un autre secteur, qui est plutôt dans le retail, en fait, dans le monde de la grande distribution et des commerciaux, en fait, pour les fabricants de la grande distribution, où justement, un commercial va avoir 50 points de vente à gérer et du coup aller faire de la vente au magasin. Et on a développé pour un de nos clients une solution d'IA générative qui va aider le commercial dans la préparation de ces rendez-vous. Toujours base de données internes, donc là on va être sur des bases de données, des présentations, des reportings internes, toujours sur une donnée vérifiée, des données de livraison entrepôt, enfin voilà. Toutes les informations qu'avait le commercial avant, et pour préparer son rendez-vous, il lui fallait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il parle au chatbot, et en plus le chatbot lui prépare une présentation, lui prépare sa stratégie en prenant, en prenant les spécificités du magasin et de la connaissance client qu'on a via la donnée. Et en fait,
le commercial peut vraiment se concentrer sur la valeur ajoutée, de faire son rendez-vous, préparer la stratégie, même durant le rendez-vous. Cette donnée, il peut interroger le chatbot parce qu'il interagit et qu'il est derrière son ordinateur pour aller sortir 2-3 chiffres pour justement gagner en impact face à son client. Et cette solution qu'on a développée également permet également, suite aux prises de notes, s'il prend ses notes sur l'ordinateur, de générer un compte-rendu, de générer un plan d'action et pour les prochaines étapes, de réaliser des commandes, d'estimer les commandes au magasin. Donc on arrive là vraiment plutôt à un métier qui change, un métier qui évolue, mais on reste sur l'ADN du commercial, de devoir préparer un rendez-vous, faire un rendez-vous, négocier en direct, compte tenu des éléments de la concurrence qu'on a en magasin. On reste vraiment sur l'ADN du métier du commercial. Cette solution a été un accélérateur pour notre client, pour rendre des équipes opérationnelles en fait. D'un point de vue stratégique aussi, ça va permettre d'accompagner la transformation de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, dans ce domaine spécifique, on a beaucoup de changements de sectorisation. On définit un autre secteur pour un chef de secteur, donc ça amène un changement de zone de magasin, de zone de chalandise, et de devoir connaître le magasin. L'adoption de cette solution va changer les méthodes de travail et va permettre d'avoir une certaine agilité au sein des collaborateurs. Et justement, en ayant ce réflexe de chatbot et de savoir comment cela fonctionne, ce sera plus simple pour remplacer un collègue, par exemple, qui est en arrêt maladie, de se dire, bon, je ne connais pas son magasin, je ne sais pas quel est le temps fort qui fonctionne le mieux. On va parler de Noël, par exemple. Je vends des chocolats, c'est Noël. J'ai le droit à 10 mobiliers sur mes 40. Quels sont les magasins que je dois cibler? Et en fait, c'est cette adoption de la solution qui permet aussi à long terme d'être bénéfique pour l'entreprise. Donc des vrais gains de productivité, d'efficacité, de développer la polyvalence, la polycompétence. Et puis, moi, je le vois au niveau des CV qu'on reçoit à l'année chez nous, on commence à avoir un peu comme... Il y a le pack office et il y a ChatGPT. Et du coup, ça arrive sur les CV. Et je vous encourage vraiment à noter que si ça va arriver chez vous aussi, sur les prochains mois, mais du coup, ChatGPT devient un peu le nouveau pack office. Et donc, les gens mettent fièrement que, en gros, entre guillemets, s'ils vont m'embaucher, on est deux en fait. Il y a moi plus l'AI que je maîtrise parfaitement. Donc, et ça, en entretien d'embauche, ça va vraiment changer la donne parce qu'en fait, il dit, bon, alors, avant, on avait digitalisé, hein, alors, ils n'étaient pas non plus à écrire au stylo. Et là, maintenant, les nouveaux profils, c'est non seulement je suis digitalisé, mais je suis... Et qui, alors ça nécessitait du coup de l'usage personnel, mais du coup, on embauche un peu de personnes en même temps, quoi. Vous voyez, voilà. Pour le même prix, dans l'idée. Hein. Super. David, excusez-moi, je crois que Laura, oui, Laura a une question. J'ai David aussi, je crois, en ligne, qui a une question. J'avais deux questions, en fait. Deux questions, Laura. J'en avais une première en rebondissant sur ce que vous dites, Sabrina. Moi, j'avais été surprise par la Poste qui, dans son nouveau pôle santé autonomie, est en train de tester l'IA pour préparer aussi l'entrée des patients dans les hôpitaux. Donc, ils préparent les dossiers, etc., des choses compliquées. Et je me demandais si ce type de préparation allait généraliser, si vous pensiez que ça allait devenir plus important et que de ce fait, les compétences allaient changer. C'est-à-dire que les personnes avaient quelque part un assistant sur la préparation, auraient dans quel que soit le métier, et que les soft skills dont on aurait besoin seraient différentes, plus de capacité à analyser, qu'à préparer. Donc, est-ce que vous pensez que ça va arriver ou... Tout à l'heure, Vincent, je pense que tu parlais de la rédaction du prompt. Donc, typiquement, ça peut être une des compétences qui va devoir arriver et qui va amener, et on arrive au sein des entreprises, quand on utilise le ChatGPT, je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes dans un open space avec votre collègue, vous lui demandez quelle est ma part de marché ce mois-ci. Voilà, c'est votre business analyst, collègue. Il va vous répondre 5,2. Ah ben non, tu m'as donné celui... Non, je ne te parle pas de celle du mois dernier, je te parle de celle de l'année dernière. Et donc, on va avoir des types d'échanges qu'on avait historiquement à l'oral. Ça, il va falloir avoir la compétence de rédiger le prompt pour poser la question précisément. Donc là, dans le cas de la part de marché, chaque GPT va vous donner une part de marché, mais moi, je veux celle du mois dernier sur tel secteur, dans tel magasin, pour reprendre l'exemple.
Et ça va être justement une compétence de mieux préciser les questions, de savoir ce qu'on cherche. Et même, je pense, Fabienne, même dans tout ce qui va être conception de la question, on peut avoir une évolution ou un retour aux compétences basiques, historiques, d'expression, de clarté. Alors, on a déjà le cas. Moi, il se trouve que j'ai été pendant 25 ans professeur en école d'ingénieur. Et on apprenait déjà, donc là, on n'avait pas encore l'IA, mais on apprenait déjà à formuler des requêtes sur Google, simplement sur le moteur de recherche, pour trouver les bons éléments. Et puis, il ne faut pas oublier que sur la plupart des réponses que vous avez, rien qu'en utilisant Google, hein, donc on reste sur un moteur de recherche très, très simple, mais relativement sophistiqué quand même, vous avez la plupart des réponses ne sont pas datées, ou elles sont datées de manière tellement petite que les gens ne voient pas la date ou ne vont pas à la date. Résultat, vous avez, alors moi j'avais vraiment des cas qui étaient à mourir de rire, des étudiants qui reviennent et disent « Oh, j'ai trouvé un truc absolument incroyable, vous savez, on a découvert ceci, cela. » Et, oui, mais c'était il y a 15 ans. Oui, mais il y a 15 ans, je n'étais pas née. Pas né à l'informatique, s'entend, pas né à la compréhension. Oui, mais le monde, il existait quand même. Et la capacité, justement, à générer des prompts, autant sur Internet, bon, c'était assez facile, parce que finalement, vous aviez un volume contradictoire, enfin, vous aviez un vrai travail d'analyse quand même des réponses formulées. Là, par contre, l'analyse, elle arrive toute mâchée. Et là, il va falloir savoir. Il y a une notion que j'aimerais vous partager, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver dans quelques mois, qui va être du coup le fait qu'ils vont tous monétiser les prompts et la recherche. Et donc, ça amène une notion qu'il faut retenir, qui est la notion de token, de jeton. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une recherche dans Google, vous pouvez faire une phrase très longue, la recherche est gratuite puisqu'elle est financée par la publicité. Dans quelques semaines, dans quelques mois, les requêtes que vous ferez, elles vont, en fonction de la longueur de la phrase, ça va utiliser des tokens qui vont se connecter à l'intelligence artificielle. Donc plus la phrase est longue et plus la phrase est complexe et plus elle est fine, plus ça va vous coûter cher. Et donc du coup, pour revenir au langage, la peur, c'est de revenir dans un monde texto où en fait, on fait des requêtes les plus courtes possibles parce que comme on est facturé au token, on ne va pas aller très profondément. Et là, il y a encore un autre biais qui est la profondeur de la langue française par rapport à l'anglais. Et du coup, ça risque de coûter plus cher si vous posez la question en français qu'en anglais. Voilà. Bon, c'est un peu, on n'y est pas encore, mais ça arrive très, très, très rapidement, ce que j'évoque là. Voilà. Pour Google, c'est déjà le cas. Oui. Ouais. Plus formulé en anglais qu'en français. J'avais une deuxième question qui est liée à ce que vous disiez aussi, qui est, est-ce qu'il va y avoir un nouveau métier pour la mise en commun des données? Je pense par exemple à une chose que j'ai utilisée récemment, qui est AlphaFold, qui est une base de données qui est générée par l'IA et qui permet de voir la forme d'une molécule en fonction de sa structure. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué, qui a été mis au service de tout le monde. Enfin, vous et moi, on peut y accéder. Est-ce que ça va être un nouveau métier, ou je ne sais pas si on peut dire métier, ou un nouveau groupe de métiers, de mettre en commun des éléments générés par l'intelligence artificielle et qui ont une valeur inestimable, en fait? Alors, moi, je vais encore vous parler de cas d'usage ou de ce qu'on a pu implémenter sur un peu digitaliser des métiers. Ce que j'entends par là, c'est dans la mise en commun, c'est aussi traduire. Forcément, dans tous les projets de transformation data, il y a, selon le niveau de maturité data de l'entreprise, un moment où il va falloir créer des bases de données ou ce que nous on appelle des data lakes, industrialiser des flux. Tout dépend du niveau de maturité de l'entreprise, mais ça peut être, voilà, ce sont des choses qui vont être des prérequis pour pouvoir pour pouvoir développer des solutions d'IA générative. Et moi, quand je vous parle de digitalisation des métiers, j'ai en tête toujours des cas d'usage plutôt en maintenance dans l'industrie ferroviaire, pour un client qui est Getlink, qui était pour la maintenance des trains, de la maintenance prédictive. Et en fait, pour ce client, ce qu'on a fait, on a créé un chatbox qui permet de prévenir et d'anticiper une panne, où il va nous dire, voilà, le train numéro 5, attention, on va avoir une panne de frein qui va arriver. Et ça va lui permettre de naviguer au sein de toute la procédure et de lui dire si la pièce est disponible. Cette solution-là, historiquement, c'était fait de manière assez manuelle, j'ai envie de vous dire. On a dû travailler avec les ingénieurs et travailler avec eux pour identifier justement quelles sont les données, comment on peut collecter les données, comment les mettre en commun, vraiment digitaliser tout ce métier-là pour vraiment dégager de la valeur ajoutée, à se dire, voilà, attention, panne de frein sur le train numéro 5,
Voilà la Ou risque procédure. de panne de frein. Risque de panne de frein, pardon. Risque de panne de frein. Alerte, risque de panne de frein. Ou, enfin, allons chercher la procédure et est-ce que j'ai les pièces en stock. Et du coup, c'est vraiment un assistant pour le guider. Mais oui, avoir cette base de données, construire ces modèles dès le début, ça a été un vrai travail qu'on a fait avec les métiers. Et là, ce dont vous parlez, créer ces grosses bases de données, il faut vraiment les faire au sein de l'entreprise, avec les données de l'entreprise, avec l'expertise des métiers, justement, qui vont utiliser ces données-là. En fait, je parle de les partager. C'est-à-dire que là, ça a été partagé à tout le monde et c'est accessible à tout le monde. En fait, si c'est fait à l'intérieur d'une entreprise, ça reste privé. Mais ce que je me demandais, c'est si cette accessibilité allait se développer, comme Harvard qui a mis ses cours en ligne. Tout dépend du secteur et de la confidentialité que veut mettre l'entreprise dedans. Là, on va rentrer sur la sécurité. J'aimerais juste partager ce qui s'est passé avec Meta, Facebook, puisqu'ils avaient d'abord développé une IA privée. Et en fait, donc ils sont toujours, ils veulent contrôler la donnée, ainsi de suite. Et en fait, il y a une fuite de données sur le développement de l'intelligence artificielle. Et là, du jour au lendemain, ils ont basculé, ils ont dit on va devenir les apôtres de l'intelligence artificielle ouverte. Et donc, du coup, à cause justement d'une donnée non maîtrisée et d'une fuite, je ne sais pas à quel pourcentage ça a participé au revirement complet qu'ils ont eu avec leur stratégie, mais aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils ont complètement changé de braquet et ils ont ouvert toutes leurs recherches pour permettre à des développeurs de se plugger à ce qu'ils ont fait, quoi. Je crois qu'on a David en ligne qui a une question à nous poser, qui attend depuis un petit moment. Voilà, excusez-nous David. Je vous en prie. Bonjour, David Gorou, donc chef d'entreprise. J'avais une question pour nos trois invités en termes de prospective de l'IA générative sur les fonctions de l'entreprise. On peut imaginer que les business models vont affecter la totalité des fonctions de l'entreprise. On parle beaucoup de R&D, on parle d'interaction client et prospect, on parle de propriété intellectuelle, on parle de recrutement. J'aurais voulu avoir l'avis de nos trois invités sur leur prospective, sur les fonctions, alors j'ose pas dire prioritaires, mais les fonctions qui vont être affectées le plus rapidement et comment un chef d'entreprise derrière, avec son équipe, doit faire son roadmap à proprement parler sur 5 ans. Pour démarrer, il y a une phrase qui est assez connue actuellement, c'est AI is eating your roadmap. Ça veut dire qu'en fait, vous préparez en janvier un plan, et puis vous allez vous rendre compte que fin mars, à la fin de Q1, par rapport à la trajectoire et par rapport aux objectifs, il y a quand même beaucoup de choses à modifier tellement le développement de l'IA est rapide. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre en compte. C'est une réduction des jalons dans le pilotage de vos politiques et vos stratégies de pilotage. Le deuxième sujet, c'est qu'on associe souvent l'IA à des couches très opérationnelles de l'organisation, mais moi actuellement je travaille plutôt sur l'IA au sein du COMEX et l'impact que ça va avoir quand l'IA va donner son avis sur les politiques budgétaires, l'attribution effectivement et les politiques de rémunération. Et là ça va bientôt arriver en fait, vous voyez. Et voilà, bien sûr. Enfin, il n'y a pas encore d'IA. Excusez-moi. Allez-y. Watson le fait actuellement pour un hedge fund qui s'appelle Bridgewater. Et c'est Dalo, son chef d'entreprise, qui l'a demandé il y a maintenant 6 ans aux équipes de Watson de leur dédier une partie de son IA qui devrait être capable à terme, et le terme ne devrait pas être très très loin, d'ici 2 ans je crois, de le remplacer lui en tant que PDG du plus gros hedge fund mondial quand même. Il faut avoir une idée de ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé pendant plus de, je crois, 5 ou 6 ans de recruter un successeur, que ça a été absolument incapable. Chaque fois qu'on lui présentait quelqu'un, il essayait, mais bon, ça ne fonctionnait pas. Je crois aussi qu'il a une personnalité. Bon, bref, passons sur le sujet. Mais au bout du compte, il a demandé à IBM de lui fabriquer un successeur digital. Et aujourd'hui, cette partie de Watson alors, a en charge les RH, les recrutements, le staffing. Et le staffing, c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous décidez que tel individu va aller dans telle équipe, parce que cette équipe en a besoin de temps à temps, sans aucune... pardon ? Oui, c'est de l'orga, mais de manière quand même
peu déshumanisé. C'est-à-dire qu'un DRH, il est quand même censé prendre un peu en compte les problématiques de ses personnels. Et là, on est sur du staffing. Toi, tu vas là parce que tes compétences sont requises là à tel moment. Et il n'y a aucune humanité. Alors vous me direz, dans les hedge funds, je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours beaucoup d'humanité dans une gestion humaine non plus. Mais voilà, c'est pour dire que si, il y a déjà des IA qui sont en train de faire des boulots qui sont quand même des métiers qui étaient jusqu'à présent vraiment réservés aux humains. Juste, moi, si je peux compléter, si on doit prioriser au sein d'une entreprise quel va être le type de métier où on peut développer une solution d'IA générative, je vais plutôt retourner la question, dans quelle entité, dans quel type de métier avez-vous de la donnée ? Parce qu'il va falloir nourrir cette IA générative. Donc, en fonction, nous, on observe des choses différentes en fonction des secteurs d'activité. Je vous parlais tout à l'heure du commercial parce qu'on sait qu'ils ont énormément de reporting, énormément de KPI, d'indicateurs de vente, de données de livraison d'entrepôt, de choses disponibles, et ils doivent prendre des décisions, mais on a beaucoup de données en fait. Et donc pour identifier au sein d'une entreprise quel est le premier métier ou quelle est la première entité qui doit, pour réaliser un test, j'ai envie de vous dire, il faut se poser la question de quelle est l'entité qui a de la donnée. Et après voir qui a de la donnée ou quelle est l'entité qui pourrait avoir de la donnée. Mais en première pierre, avoir vraiment de la donnée, développer une solution, avoir une idée et définir ensemble quel potentiel de données on pourrait avoir en plus, récolter différemment. Typiquement, dans l'exemple de la maintenance industrielle, on a dû mettre des capteurs qui n'existaient pas et on a dû collecter de la donnée qui n'existait pas historiquement, mais il y avait tout de même une base. Et c'est plus quelle est la donnée disponible qui va me permettre d'identifier le métier, l'entité, le département pour commencer ma transformation. Merci Sabrina. Je crois qu'il merci beaucoup. Merci. Arnaud a une question? Non? C'est bon, Isabelle se faufile avec habilité jusqu'à toi. C'était simplement une question par rapport à ce que vous aviez dit précédemment sur l'utilisation de l'IA, notamment dans le cadre de la fonction RH et du staffing. Est-ce qu'on a déjà un retour d'expérience sur le niveau d'efficacité de ce type de solution, ou c'est encore un peu trop tôt pour pouvoir le dire? Alors, oh non, c'est pas trop tôt du tout, parce que maintenant, ça fait déjà, depuis avant le Covid, que cette IA est en place. Alors, tout dépend de votre indicateur. Alors, moi, j'avoue, je suis assez partial, donc j'ai pris un indicateur que j'ai trouvé intéressant, qui était celui du turnover. Le turnover a augmenté. Alors maintenant, je pense que le chiffre d'affaires, par contre, a augmenté aussi. Donc après, c'est la balance que vous faites. Ah bah oui, entre chiffre d'affaires et turnover, c'est... Les deux s'appellent turnover, d'ailleurs. C'est vrai, c'est exact, c'est exact, c'est exact. Oui, bon, on est tous en train de rêver, bien sûr, face aux super pouvoirs. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne le sont pas. Moi, je voudrais revenir sur une question très basique sur laquelle je pense tout repose, c'est celle de la fiabilité. Alors la fiabilité en tant que telle, la question que je pose, c'est parce qu'on voit qu'il y a cette forme autonome, c'est ce qui caractérise l'IA, et sur tout ce qui est métier d'analyse, de synthèse, est-ce qu'on voit des développements chez les gens qui produisent ces systèmes pour essayer de donner plus de transparence? C'est-à-dire quand on pose une question générale, pas seulement avoir une réponse, mais avoir un peu comme dans un jugement les attendus, ayant pris en compte ceci, cela, considérant que, alors ma réponse proposée, elle est là, pour que l'être humain puisse effectivement rester dans la boucle, puisse se dire cette hypothèse en fait elle n'est pas bonne, ou moi c'est pas ce que j'aurais considéré, et pour savoir qu'est-ce que ça vaut, ce qu'on nous propose. Alors tout à fait. Sur la fiabilité de la donnée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, clé. Sur la donnée qu'on utilise, nous, ce qu'on appelle processer, c'est vraiment nettoyer, cleaner la donnée et la rendre utilisable et validée aussi par les métiers quand on va commencer à nourrir. Enfin, on a quand même ce qu'on appelle nous des data owners lors d'un lancement des projets qui valident la fiabilité de la donnée et qui se disent, dans des grands groupes, on a souvent, pour un seul même indicateur, 3 sources de données différentes. Donc quand on va construire une solution, on va se dire, OK, si je veux telle donnée de vente, je me source de quel outil, lequel selon vous est plus fiable. Donc là, on va toujours avoir cette action humaine et ce rationnel, cette expertise métier qu'il va falloir inclure dès la construction de la solution. Et après, pour avoir le raisonnement, quand on construit justement, on construit un chatbot, mais pas que. On peut avoir différents onglets. Donc si on va être sur un calcul financier et on va avoir 3 méthodologies différentes,
On peut designer la solution de méthodologies de calcul différentes, designer la solution en se disant méthode 1, méthode 2, méthode 3 de calcul, et après choisir l'indicateur qu'on veut avoir derrière. C'est vraiment dans le design de la solution, dès le début, quand on pense la solution avec les métiers, qu'il faut avoir cette expertise-là. Et après, dans les solutions qu'on développe, comme je vous disais, par exemple, pour RSF, on peut citer la source. Donc, si là, on demande quelle est la méthodologie qui a été... Ça peut être une fonctionnalité qu'on peut rajouter. Et c'est pour ça qu'il faut le penser dès le début en fonction de la donnée fiabilisée, sécurisée, le penser avec les métiers pour avoir un bon usage et une adoption de la solution. On est plus partisan de ce qu'on a pu voir de notre retour d'expérience, de vraiment faire une solution impactante avec un métier pour après, derrière, pouvoir le déployer. Et ça, c'est lié à la qualité de la donnée qu'on va avoir dès le départ ou qu'on va nettoyer. Step by step. J'aurais peut-être juste complété avec une autre, encore en décalant, non pas la fiabilité de la donnée, mais la fiabilité de la machine. Alors moi, ce qui me fascine aujourd'hui avec ChatGPT, c'est ce qu'on appelle ces hallucinations. Et ça, c'est quand même super intéressant. Alors moi, j'avoue que je suis vraiment très vigilante parce que je suis en phase je l'explore, on se tâte, on va dire, toutes les deux, intellectuellement. Ça fait maintenant, je travaille avec elle depuis avril de l'an dernier, et donc quotidiennement, et vraiment dans un but d'observation et d'analyse. Et alors moi, j'avoue que je n'ai jamais trouvé d'hallucination. Alors ça, c'est arrivé quand je lui ai demandé qui j'étais. Visiblement, là, il y avait un gros bug. Mais à part ça, alors systématiquement, quand on lui demande des personnes spécifiques qui ne sont pas, on va dire, dans Wikipédia, mais qui pourraient être dans Wikimonde ou ailleurs, c'est des sources qui sont ignorées. Donc, on voit très bien quel est son biais. Mais hallucinations en tant que telles, moi, je ne les ai jamais rencontrées. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de remontées, de rapports de ces fameuses hallucinations. La machine vous répond totalement à côté par rapport au prompt. Donc là, peut-être que Sabrina pourrait... Donc là, c'est vrai chez ChatGPT qu'on a des hallucinations, mais quand on pense une solution pour notre entreprise, on peut dire, si je n'ai pas telle donnée, je ne calcule pas. Et justement, on peut éviter les hallucinations en développant une solution propre à l'entreprise. ChatGPT, par exemple, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une hallucination, va vous donner le chiffre d'affaires d'une entreprise en ayant juste le nombre d'employés. Il va prendre le secteur, le nombre d'employés et avoir un chiffre d'affaires. Textuellement, on a une information, factuellement, c'est faux, parce qu'on n'a aucune source. Mais si on design la solution en se disant, si je n'ai pas la source, si je n'ai pas de tel indicateur, je ne le fais pas. On peut justement limiter. Je vous propose de prendre une dernière question. On revient. Et je crois que c'est Muriel qui a une question. Mais il faut que tu ouvres ton micro, Muriel, parce que sinon, nous ne t'entendrons pas. C'est bon, merci Nathalie. Oui, peut-être y avez-vous répondu par ailleurs, mais je la repose quand même. Depuis tout à l'heure, vous expliquez que les entreprises verrouillent de plus en plus finalement la gestion de leurs données pour la protéger. Là, vous en parlez à nouveau, Sabrina, mais finalement, l'OpenIA l'est-elle encore demain? Et est-ce qu'on ne va pas venir appauvrir les contenus? Vous l'entendez pas? Moi, je l'entends dans l'oreillette. Alors, on a un petit souci technique. Muriel, je suis la seule à t'entendre. Je t'entends via mon oreillette. Je te laisse ma question. C'est si les entreprises verrouillent, alors est-ce qu'il n'y a pas un risque que ChatGPT devienne avec peu de contenu et peu d'infos dans l'avenir? Est-ce que l'open reste open, quoi, finalement? On revient à la question du début, la question du début qui est de dire si les entreprises travaillent en système fermé, est-ce que l'open reste open? C'était ça ta question, Muriel? Voilà. Est-ce que ça ne va pas appauvrir les informations et les contenus? Alors, non, parce que ce serait un système parallèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ChatGPT, pour parler comme ça, à l'intérieur des entreprises qui traiteront des données d'entreprise. Et puis à côté de ça, on rentrera chacun chez soi, ou on consultera son téléphone et on aura accès à tous les ChatGPT du monde qui ont accès à toutes les bases de données du monde, sachant quand même que toutes les bases de données du monde, ça n'existe pas. Et donc, je voudrais revenir sur ce que disait Vincent, qui était très pertinent au tout début. Par exemple, quand vous consultez, quand vous demandez les sources à ChatGPT, vous vous rendez compte que 99% de ce qu'il produit est américain d'origine. Oui, donc ça, quand même, il y a un biais culturel qu'il faudrait peut-être qu'on évoque à un moment. Alors malheureusement, on ne va pas avoir le temps de l'évoquer parce qu'il est bientôt 10 heures. Je vois que les échanges auraient pu durer encore probablement 2 autres bonnes heures. On n'a pas pu malheureusement répondre à toutes les questions.
On a l'habitude, à la fin de chaque rendez-vous de l'Agora, de vous poser à tous les trois une question simple, mais qui est importante pour nous. Et je vous demanderai simplement d'y répondre en 30 secondes ou par un petit mot très rapide. Que peut-on apprendre de nos enfants? Aller à l'école. Il va falloir aller à l'école. S'éduquer, réapprendre. Moi, je dirais, puisque je pratique JDP avec ma fille qui a 10 ans, comment vivre et se projeter toute sa vie avec ce compagnon de vie. Moi, je parlerai plutôt également par rapport à ma fille qui a 9 ans. Donc, On va peut-être les présenter. Voilà, c'est ça. C'est plutôt sa capacité d'adaptabilité. Parce qu'elle adore lire. C'est un vrai rat de bibliothèque, mais vraiment. Elle adore lire. Et elle a eu cette année également dans sa classe, ils sont passés avec un iPad en enseignement interactif. Et sur son temps libre, elle arrive à lire et elle s'est dit « Ah maman, je veux apprendre à coder ». Et elle est en train d'apprendre à coder toute seule sur une application. Et en fait, elle est adaptable. Enfin, ils ont vraiment cette capacité de passer d'un monde à l'autre. Et puis bon, Covid nous l'a montré également sur cette résilience. Et je pense que c'est une force, cette adaptabilité, et de voir vraiment le positif ailleurs. Et voilà. Merci Sabrina, merci Vincent, merci Fabienne de vous être prêtée à l'exercice.